Chers internautes, bonjour, bonsoir, chers compatriotes martiniquais, chers peuple, on va dire. Il m'est venu d'intervenir encore sur un sujet et ce qui m'a emmené à ce sujet, c'est, on va dire, la névrose par rapport à la thématique de l'esclavage. Alors, pour introduire, je vais donner une information. Qui prient tous les jours, tous les soirs, qui sont très sérieux dans leurs croyances. Parfois même plus que les Français eux-mêmes d'aujourd'hui. Antillais, descendants d'esclaves, est-ce que cela a du sens pour nous d'être chrétiens? Peut-on décider de croire dans une religion qui nous a été imposée, dans la violence, dans l'asservissement, et qui n'a pas défendu nos ancêtres? Pour ceux qui ne savent pas, effectivement, les Antilles, ce sont des îles où la population est en majorité catholique. C'est un héritage de l'esclavage. Durant l'esclavage, la religion catholique a été imposée à nos ancêtres et c'est quelque chose qui est resté chez nous. Et les Antillais sont de manière générale un peuple très croyant. Il y a beaucoup de gens qui vont vraiment tous les dimanches à la messe, qui prient tous les jours, tous les soirs, qui sont très sérieux dans leurs croyances. Parfois même plus que les Français eux-mêmes d'aujourd'hui. Eh bien, chers internautes, bon... Alors, bon, je vais reprendre encore ce passage qui m'intéresse là et qui me fait réagir par rapport au sujet que j'ai choisi de développer là. Alors je ne retrouve pas finalement la vidéo. Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle a disparu? Je ne retrouve pas la vidéo. Elle a brusquement... Peut-on décider de croire dans une religion qui nous a été imposée, dans la violence, dans l'asservissement, et qui n'a pas défendu nos ancêtres? Pour ceux qui ne savent pas, effectivement, les Antilles, ce sont des îles où la population est en majorité catholique. C'est un héritage de l'esclavage. Durant l'esclavage, la religion catholique a été imposée à nos ancêtres et c'est quelque chose qui est resté chez nous. Et les Antillais sont de manière générale un peuple très croyant. Il y a beaucoup de gens qui vont vraiment tous les dimanches à la messe, qui prient tous les jours, tous les soirs, qui sont très sérieux dans leurs croyances. Parfois même plus que les Français eux-mêmes d'aujourd'hui. Antillais, descendants d'esclaves, est-ce que cela a... Alors, oui, nous sommes des descendants d'esclaves. Hein. Les Antillais sont descendants d'esclaves. Nous sommes des descendants d'esclaves. Mais il faut rappeler un petit point d'histoire parce que nos descendants ne sont pas que des esclaves. Parce que il y a un film qui est sorti aux États-Unis qui parle de l'arrivée de nos ancêtres maliens du royaume du Mali, l'empereur Abou Bakari II qui a découvert l'Amérique avant les Européens. Donc nos ancêtres étaient déjà là avant l'arrivée de l'esclavage, nos ancêtres africains, parce que ils ont découvert ce continent à la rencontre des Amérindiens. On dira plutôt l'Amérique, hein. Non, plutôt on dira l'Amérindie au lieu de l'Amérique, parce que c'était le pays des Amérindiens qui ont été exterminés. Donc c'est un peu la terminologie amérindie, qui vient d'amérindien. Et donc notre interrogation sur l'esclavage, c'est pour donner des réponses par rapport à cette névrose entretenue par tous les opportunismes
les opportunismes qui profitent de l'histoire, les opportunistes qui profitent de la politique, les opportunistes qui profitent du pseudo-patriotisme, les opportunistes qui, comment dirais-je, qui, en rapport avec le pseudo-nationalisme, le mot esclavage est devenu un dénominateur commun de la propagande, alors que c'est un phénomène de l'histoire, c'est un phénomène à retenir, à étudier, à comprendre. Et donc, je vais aborder cette question avec un peu d'humour, c'est-à-dire pour une réflexion un peu à rebours, hein, pour nous qui avons subi les atrocités de la traite, de la déportation. Alors, pour être un peu dans l'humour, Sciences Politiques Bocaille s'interroge si on faisait une consultation pour interroger les afrogénaires, je ne dis pas, je préfère le mot afrogénaire à afrodescendant, parce que le mot afrogénaire englobe tous ceux qui ont comment dirais-je, une alliance avec l'africanité, je veux dire la corporéité de l'africanité ou le sang de l'africanité. Alors si on s'interrogeait, on autorisait aujourd'hui, on interrogeait les personnes qui ont subi cette atrocité. On leur demandait, on leur posait cette question: est-ce que comme auparavant, comme il était prévu auparavant dans les législations anciennes, dans les législations immémoriales, est-ce que vous seriez d'avis d'infliger, comme il était prévu dans les législations antérieures, l'esclavage expiatoire pour punir les colonisateurs de nos espaces d'exploitation? On pourrait poser, c'est avec humour qu'on pose cette question. On peut poser cette question aussi aux Palestiniens qui ont été chassés de leurs terres, qui sont victimes de toutes sortes d'atrocités depuis plus de 50 ans d'occupation. On peut leur poser la question: au final, est-ce que vous accepteriez comme traitement expiatoire, l'esclavage expiatoire pour, comment dirais-je, les occupants de la Palestine qui vous ont chassé, qui vous ont martyrisé? On pourrait poser cette question aussi aux Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, aux gens des îles dont l'histoire a été marquée par l'esclavage. Est-ce qu'on leur posait cette question? Est-ce qu'ils accepteraient de destituer l'esclavage expiatoire pour leurs bourreaux, pour leurs descendants, etc., etc. Bon, bien sûr, c'est une question un peu tête chargée, comme on dit, une interrogation pleine d'humour. C'est pour dire que pour réfléchir sur l'esclavage, c'est intéressant de discuter sur cela pour exorciser le contenu névrotique. Parce que lorsqu'on parle de l'esclavage, il y a un contenu névrotique. Il y a aussi une exploitation politique, une exploitation pseudo-nationaliste, une exploitation à toute sauce de l'esclavage. Et c'est pour ça que j'ai décidé, avec les éléments, les sources, les références que nous avons, d'aborder ce sujet brûlant qui va porter des éclairages importants
Est-ce qu'on peut dire qu'à une certaine époque de l'humanité, l'esclavage était universel? Ça veut dire que l'esclavage était une institution universelle. Alors, est-ce qu'on peut dire cela? Donc, nous allons, si nous puisons dans l'histoire de l'Europe, depuis les Vikings, depuis les temps anciens, eh bien, les Européens pratiquaient entre eux l'esclavage. Si nous scrutons un petit peu l'histoire de l'Inde ou de la Chine, eh bien, les Chinois entre eux pratiquaient l'esclavage entre eux. Nous pouvons nous référer aussi aux temps anciens, au temps des Sumériens, au temps des Babyloniens, dans les temps très reculés, par exemple au temps des despotes des pharaons, ils pratiquaient l'esclavage. Les pharaons pratiquaient l'esclavage. Si nous voyons aussi en Afrique noire, dans les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, il y a eu l'esclavage comme en Afrique. Les Noirs se exerçaient dans leur société l'esclavage par rapport à différentes situations, des situations de guerre, situations claniques, situations tribales, ça existait. Donc vous voyez que on peut dire que dans les temps anciens, l'esclavage avait un aspect universel. C'est comme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que avec la mauvaise répartition des richesses, avec le pillage, le vol des richesses, est-ce que la pauvreté n'est pas devenue universelle? Puisqu'il y a un petit nombre qui sont dans un système et qui ont, au niveau de l'humanité, qui ont créé la pauvreté. Et on peut dire que la pauvreté est universelle parce que ça touche l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine et même aux États-Unis. Vous avez des gens qui ne mangent pas à leur faim, des gens qui du lumpenprolétariat qui sont démunis complètement. Donc, on peut dire que le chômage est universel, la pauvreté est universelle. Mais est-ce qu'il y a dans l'histoire contemporaine un homme politique, un décideur qui a pu résoudre le problème de la pauvreté? Parce que la pauvreté, c'est un système. Est-ce qu'il y a un homme politique ou comment dirais-je, quelqu'un de pouvoir qui a pu résoudre le problème du chômage? Non, nous sommes, nous vivons quotidiennement avec, on va dire, le virus de la pauvreté, le virus du chômage, et que nous voyons, en dépit des statistiques, des bonnes volontés, personne n'a pu résoudre ni le problème de la pauvreté, ni le problème du chômage. Parce que tous ces éléments rentrent dans un système. C'est-à-dire, pour abolir la pauvreté, pour abolir le chômage, il faut abolir un type de système. Et ce système, c'est un système, on va dire, satanique. C'est un système où le Créateur a créé des richesses qui peuvent nourrir, à l'heure où nous parlons, 36 milliards d'êtres humains. Tout le monde peut être riche si la répartition des richesses dévolues à l'humanité qui peut nourrir 36 milliards d'êtres humains a été complètement, convenablement répartie par, comment dirais-je, une pratique politique, une pratique, on va dire, systémique, qui permet à tout le monde, à tous les, on va dire, les terriens, de profiter des richesses de la terre. Eh bien, nous sommes en plein équivoque lorsque nous parlons de ça, parce que nous savons qu'il y a des familles espagnoles, portugaises, européennes, des familles juives aussi, des familles, même aussi dans la Russie ancienne. Ce sont des mêmes familles qui se sont données comme dévolues
de mettre la main sur les richesses de la planète. C'est pour ça que vous avez toute une descendance des dynasties européennes qui ont dominé le monde, l'Inde, l'Asie, l'Afrique, le monde entier. Donc nous voyons que cette épidémie, on va dire ce virus, cette épidémie incurable qu'on appelle le chômage et la pauvreté, eh bien, il dépend d'un système. Et pour pouvoir arrêter cette épidémie de la pauvreté, il faut détruire le système et créer un autre système. Et donc, c'est ainsi que nous allons aborder cette question de l'esclavage. Parce qu'on va parler des esclavages. Parce qu'il n'y a pas un seul esclavage. Il y a l'esclavage dans la paix, il y a l'esclavage dans la guerre, qu'on appelle la captivité ou les prisonniers de guerre. Il y a l'esclavage qui est lié aussi, il y a l'esclavage mercantile, comme l'esclavage transatlantique, où des comptoirs comment dirais-je, de marchands d'esclaves européens dans la Caraïbe et en Amérique du Sud sous-traitaient la vente, l'achat d'esclaves par des potentats, des tyrans au niveau du Dahomey, au niveau du golfe de Guinée, qui vendaient leurs compatriotes, qui vendaient des Africains. Et d'ailleurs, il y a des familles du Dahomey, pour ne pas les nommer, qui dans le royaume d'Abomey vendaient des esclaves aux Portugais, aux Européens, et c'est comme ça que nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés par la vente de certaines familles qui commerçaient les êtres humains comme du bétail, et avec leurs interlocuteurs qui étaient des Européens. Parmi les Européens, il y avait des Juifs, Ashkénazes et Yiddishophones, qui avaient des comptoirs d'esclavage dans la Caraïbe et dans la Méditerranée, dans la Caraïbe, et aussi dans l'espace, dans notre espace maritime. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés en esclavage. Donc on peut classer cet esclavage dans l'esclavage mercantile. L'esclavage mercantile a été pratiqué par les Portugais, par les Espagnols, par les Français. Et avant l'esclavage, cet esclavage, les Français pratiquaient l'esclavage entre eux au Moyen-Âge, dans des périodes immémoriales. Aussi, les Européens, ils pratiquaient, c'était un système. Les Chinois pratiquaient aussi l'esclavage. Les pharaons d'Égypte pratiquaient l'esclavage. Les peuples sumériens pratiquaient l'esclavage. Il y avait différentes formes d'esclavage. Nous avons parlé de l'esclavage mercantile. C'est-à-dire, nous avons été victimes dans la traite transatlantique de l'esclavage mercantile qui réunissait des acheteurs et des vendeurs sans scrupules, quelle que soit leur race, qu'ils soient arabes ou africains, européens, ils étaient kiff-kiff, puisque c'était un système, c'était un marché. Mais il faut parler de toutes les formes d'esclavage, parce que notre but, c'est de sortir de cette névrose et dénoncer les pseudo-patriotes qui ont collaboré avec l'occupation et qui ont plongé notre pays, nos peuples en Martinique, en Guadeloupe, dans une situation de territoire perdu et qui toujours utilisent la terminologie coloniale dans des stratégies, pour alimenter leur fonds de commerce pseudo-patriotique, pseudo-nationaliste, pour tromper la galerie. C'est pour ça qu'il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès par
l'explication par la science, c'est-à-dire pour mettre en garde, comment dirais-je, les contrevenants qui utilisent l'esclavage comme un fonds de commerce pour tromper les masses, pour tromper les peuples. C'est pour ça que nous revenons à l'histoire et nous voulons mener une réflexion, on peut dire académique, puisque nous avons parlé de l'esclavage mercantile que nous allons développer, qui a contribué au développement de, comment dirais-je, au développement du progrès industriel européen. Les Européens se sont développés, par exemple, la France a 200 millions, je crois, 200 000 tonnes d'or. L'Angleterre avec le Vatican, ils ont plus de 200 000 tonnes d'or. L'Amérique a plus de 200 000. L'Amérique, c'est le champion. La France a à peu près. Donc, ce sont des richesses volées. Ce sont des richesses volées sur le mercantilisme, l'esclavage mercantiliste. Ils ont dépouillé les pays, ils ont dépouillé la Chine, ils ont dépouillé l'Asie, ils ont dépouillé l'Algérie, ils ont dépouillé l'Afrique, ils ont dépouillé les Caraïbes, où il y avait beaucoup d'or, parce que les autochtones amérindiens, qu'on a appelés indiens entre guillemets, eh bien, ils vivaient sous l'or. Comme Haïti avait beaucoup d'or. Donc, ils se sont enrichis par l'esclavage mercantiliste. Donc, il faut bien retenir ce terme, l'esclavage mercantiliste. Mais il y a une autre forme d'esclavage dans les temps anciens qu'on appelle aussi l'esclavage expiatoire. Par exemple, dans les institutions antiques, des institutions anciennes, lorsque vous devez de l'argent, lorsque vous êtes débiteur d'une somme d'argent auprès d'un créancier, on va pour employer ces termes juridiques, d'un créancier, d'un patron, d'un propriétaire, si vous ne pouvez pas rembourser, il vous met en esclavage expiatoire, c'est-à-dire vous allez rester un certain nombre de temps à travailler. On peut dire que ça peut être un travail forcé. Le terme travaux forcés existe aussi dans la législation moderne. Parce que après la guerre mondiale, eh bien, les institutions européennes ont condamné à mort certains nazis et d'autres ont été condamnés aux travaux forcés. Et même la législation d'Europe, en France et tout, institue ce qu'on appelle les travaux forcés. C'est une forme d'esclavage aussi. Bon, on vous force à travailler, vous faites des choses qui sont l'esclavage. Donc, il y avait l'esclavage expiatoire. Vous devez de l'argent dans les temps anciens quand vous ne pouvez pas rembourser. Quand vous ne pouvez pas rembourser ni un chèvre, ni un chameau, ni un bœuf, etc., en volaille, ou comment dirais-je, ou en produits agricoles. Vous pouvez rembourser votre dette sur des années avec, par exemple, du blé, avec de l'orge, avec comment dire, des produits agricoles, avec des dattes, avec des poulets, etc., avec des vaches, avec des chameaux, avec des chevaux. Mais quand vous ne pouvez pas rembourser votre dette, on vous met la main, juridiquement la loi, la législation vous met la main dessus et vous captive et vous met en esclavage expiatoire pour régler vos dettes. Bon, maintenant, si vous devez de l'argent aux impôts, qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir votre maison. Vous serez dans la rue. Si vous devez de l'argent aux impôts, on va saisir vos biens, votre patrimoine, votre terrain. Vous serez dans la rue, vous serez obligé de divorcer avec votre femme, vos enfants, puisque vous êtes complètement dépouillé.
Aujourd'hui, lorsque vous devez aux impôts, eh bien, ils décident de vous saisir. De saisir votre patrimoine, vos biens, vos bœufs, et même, ils peuvent faire... il y a l'IEDOM, par exemple, qui à partir d'une disposition juridique, prélève de l'argent sur votre salaire à la source. Pendant des années, ça peut être 10 ans, 20 ans, jusqu'à ce que votre dette des impôts soit remboursée. Donc, vous voyez que nous parlons de tout ça en tant que science politique, Bocaille, parce que nous voulons, comment dirais-je, démocratiser ces questions pour couper l'herbe sous le pied des opportunistes qui sont des faux patriotes ou des faux anticolonialistes et qui utilisent l'esclavage pour l'ego, pour essayer de flatter l'ego du peuple qui sont en train de mener en bourrique, on va dire, mener à la catastrophe pour les exploiter, pour les dominer et pour leur imposer les dictatures comme on en a vu. Hein. Donc, il y a une autre forme d'esclavage, nous allons développer ça. Il y a l'esclavage des guerres pharaoniques. Hein. Nous avons dit que les pharaons, par exemple, le pharaon, lorsqu'il avait, c'est comme aujourd'hui l'impérialisme américain. Quand les Américains ont besoin du pétrole, ont besoin des richesses du Moyen-Orient, ils vous disent que nous avons là des bases et nous avons des intérêts à protéger. Et donc les Américains ou les Occidentaux, leur coalition, sans même, lorsque la situation l'exige, l'aval de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, on a vu que sur un mensonge, Colin Powell, il a menti au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU en présentant une fausse preuve comme quoi que Saddam Hussein avait des gaz chimiques et il a même montré une éprouvette. Et sans l'autorisation des Nations Unies, les États-Unis, la coalition internationale est intervenue en Irak. Ils ont détruit l'Irak, ils ont fait des millions de morts. Et après les attentats du 11 septembre, eh bien, ils ont servi le prétexte d'un de leurs agents, qui donc Ben Laden, qui va se retourner contre eux d'ailleurs, contre les Américains, pour envahir l'Afghanistan et détruire l'État des talibans avec le Cheikh Omar. Donc il y a quand il y a guerre, parce qu'il y a aussi la captivité. Bon, la captivité dans les temps anciens, on va parler dans les temps anciens, n'était pas comme la captivité dans une guerre aujourd'hui. Par exemple, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a des captifs, des prisonniers. Mais il y a des lois qui sont acceptées par tous les États qui réglementent lorsque un soldat est fait prisonnier, il est captif, et il y a des conventions internationales pour le traitement des prisonniers de guerre. Alors il y a eu l'esclavage aussi, donc, comme on a dit dans les guerres pharaoniques, qui s'opposaient dans l'histoire de l'humanité aux guerres des prophètes. Les prophètes ont fait la guerre. Pourquoi les prophètes ont fait la guerre? Parce que ils ont mené des guerres sur la base des révélations divines qui ont demandé aux prophètes, par exemple, je cite, combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu. Parce que les guerres pharaoniques, les guerres païennes, parce que Pharaon c'était un païen, s'opposaient à la voie divine,
à la loi divine et s'opposaient aux prophètes. Et donc, ils tuaient les prophètes. Donc, il y a une législation dans les révélations qui dit « Combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu » et toute autorisation est donnée, comment dirais-je, de combattre ceux qui vous ont combattu, qui vous ont expulsé de vos demeures et tout. C'est d'ordre du divin. Donc il faut connaître ces choses-là parce que nous sommes dans la science politique. Ce n'est pas seulement les écoles de guerre de Saint-Cyr, de Montmarsan, je ne sais pas, des universités qui parlent de cela. Nous, en sciences politiques, nous devons nous instruire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des lois de paix et des lois de guerre. Et donc, la législation dans les guerres des prophètes, comme dans les guerres des pharaons contre les prophètes, il y a eu des captifs. À cette époque, on les appelait des esclaves. Donc, les guerres des prophètes, c'était des guerres justes qui ils faisaient l'usage moral de la force pour combattre suivant l'ordre, suivant les instructions, suivant la législation dont ils étaient porteurs. Mais le pharaon, ou les pharaons et les païens, dans leur guerre, ils menaient une guerre avec la force, avec l'usage de la force amorale. Pourquoi? Parce qu'ils enterraient les filles vivantes, comme dans le vaudou. Ils égorgeaient des humains, des filles. Ils égorgeaient des humains. Il y avait des égorgements humains, des égorgements sacrificiels offerts aux démons, aux esprits, etc., etc., comme dans le paganisme, comme dans l'animisme, comme dans le vaudou. Il y a aussi dans le vaudou le Kenessi, c'est un diable qui est utilisé, qui demande du sang humain. Donc, nous étions à cette époque-là dans une logique de terrorisme, où des filles étaient jetées dans le Nil, des personnes humaines, des personnes créées par Dieu, des fils d'Adam étaient égorgés sous l'autel des démons, dans des sacrifices rituels. C'était inacceptable. Et même aujourd'hui, au Bénin, dans le golfe de Guinée, et aussi, oui, dans les régions du golfe de Guinée, comment dirais-je, au Bénin, il y a ce qu'on appelle les gayman. Les gayman, ce sont des personnes qui ont hérité des religions, des hommes des religions non divines et qui continuent à pratiquer des sacrifices humains pour avoir de l'argent. Et aujourd'hui, tellement le problème est récurrent au Bénin, dans certains pays du golfe de Guinée, c'est le gouvernement et les préfets qui ont légiféré contre les sacrifices rituels, comme on légifère aujourd'hui contre le terrorisme. Le terrorisme n'est pas valable parce que le terrorisme, il s'agit de tuer des gens sans doigt, n'importe comment. Donc, il y avait ces sacrifices humains dans les temps anciens, mais je vous ai dit qu'au Bénin, c'est-à-dire au Dahomey, dans l'ex-Dahomey, et dans les régions, dans certaines régions de l'Afrique, dans certaines zones, eh bien, il y a des sacrifices humains. Par exemple, nous avons un ressortissant qui est né en Guinée. C'est à l'époque de Jacques Foccart, à l'époque
du général de Gaulle, il était huissier de justice, il était en même temps administrateur. Et pour vous donner l'anecdote, il avait un domestique. Et le domestique lui dit, bon, je vais prendre mes vacances. Et donc, le maître de maison, qui est un Martiniquais, en Afrique, il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Il dit, on va égorger un esclave. Et on va égorger un esclave. Donc, ça veut dire que ce que nous vous disons aujourd'hui, c'était une réalité dans les temps des pharaons, dans les temps des prophètes. Et que doit faire la loi face au terrorisme? La loi doit se manifester. Et qu'est-ce qu'il y avait en face dans ces sociétés qui pratiquaient tout cela? Il y avait les prophètes. Il y avait la loi divine qui non seulement combattait ceux qui combattaient les prophètes, les pharaons, comment dirais-je, ces catégories de gens du paganisme, mais qui, lorsqu'ils n'étaient pas tués au combat, les prenaient en captivité. On appelle ça l'esclavage. Dans les temps anciens, on appelle ça l'esclavage. Ça veut dire, c'est comme aujourd'hui dans la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, il y a des otages. Un otage suivant le degré de sa civilisation, suivant le degré des institutions qui régissent la civilisation, soit on va bien traiter ou maltraiter les captifs, les esclaves, les prisonniers. C'est la même chose. Donc, nous allons aussi rappeler que cet esclavage, qui est universel à l'époque, qui se pratiquait, nous le répétons, c'est pédagogique, dans les pays européens, en Asie, en Chine, dans tous les pays, en Inde, partout, au Proche-Orient, Moyen-Orient et aussi en Afrique, eh bien, cet esclavage, il répondait à des réalités aussi d'exploitation. Parce qu'au départ, vous pouvez avoir dans une guerre contre comment dirais-je, les armées pharaoniques des captifs, qui seront soumis à une loi pour les rééduquer, par exemple, je donne cet exemple, mais il y a aussi un détournement, une corruption de la loi, des gens qui peuvent abuser des captifs, comme par exemple, il y a des gens qui ont fait des abus dans le traitement, vous pouvez faire des abus dans le traitement des prisonniers de guerre, vous pouvez faire des abus dans le traitement des gens qui sont aux travaux forcés, vous pouvez faire des abus si vous ne respectez pas une législation ou si c'est dans l'anarchie. Alors, nous rappelons les énoncés. Il y a eu l'esclavage mercantiliste, c'est-à-dire la vente des hommes pour développer la machine industrielle européenne, française, portugaise, espagnole, tout ce que vous voulez, belge, etc. Il y a eu l'esclavage expiatoire, c'est dans les temps anciens, quand vous devez de l'argent, vous êtes à un créancier et que vous ne pouvez pas lui rembourser par des bœufs, par des vaches, par je ne sais quoi, il vous saisit et il vous met en captivité pour travailler, pour rembourser. Ça peut durer des années. Il y a eu l'esclavage, c'est l'esclavage expiatoire, il y a eu les guerres pharaoniques, il y a eu l'histoire des guerres des prophètes où la législation disait que ceux qui ne sont pas tués ou ceux qui renoncent à combattre les prophètes, eh bien, il faut les capturer. Il faut les capturer pas. Donc, c'est pour ça que il y a certains ennemis des Arabes
qui parle de l'esclavage transatlantique. Et je vais développer sur cela. L'esclavage transatlantique, c'est la continuité des guerres des prophètes qui vont, à travers des personnalités africaines spirituelles, combattre en Afrique même les pratiques qui consistaient à enterrer les filles vivantes, à faire des égorgements humains, des sacrifices humains, à verser le sang égorgé des gens, soi-disant pour la civilisation kamite, la civilisation pharaoniste, la civilisation animiste. Donc il y avait un combat à ce niveau, et ce combat était mené par des commandants africains qui ont libéré beaucoup de régions en Afrique. Depuis Tombouctou, Gao, le royaume de Songhai, tout ça, qui ont repoussé ces tenants de ces pratiques animistes et qui ont imposé la loi prophétique. Et dans ces conditions, il y a eu aussi des captifs. C'est-à-dire les captifs, c'était des prisonniers de guerre. Et dans le traitement, quand vous êtes... Et c'est pour ça qu'il y a un savant un nord-africain qui s'appelle Ibn Khaldoun, il dit malheur aux vaincus. Parce que lorsque vous combattez Dieu et ses prophètes, et vous êtes prisonnier, vous êtes vaincu, malheur à vous. Soit vous serez tué, soit vous serez prisonnier. Et si vous êtes prisonnier, vous étiez marié, la loi, la législation va vous séparer. Vous ne serez plus avec votre femme. Si vous êtes prisonnier de la guerre des prophètes, la loi indique qu'il faut vous séparer de vos femmes et de vos enfants, puisque vous êtes tombés en captivité, vous êtes tombés en prisonnier captif. Et c'est pour ça que la guerre est redoutable. Il faut jamais faire la guerre. Il faut jamais rentrer dans la guerre, parce que la guerre a des lois qui ne sont pas les lois de la paix. Par exemple, dans la guerre, eh bien, les femmes sont... Les femmes, le combattant, il a la possibilité, qui fait des milliers de kilomètres, qui engage sa vie, à combattre, et vous êtes captif, eh bien, la législation peut lui donner l'autorisation de vous divorcer et de prendre votre femme comme épouse ou comme captive, comme concubine. Ce sont des lois de la guerre. C'est pour cela qu'il ne faut jamais entrer dans la guerre. Et c'est pour ça, dans la guerre, il y a des viols. Dans la guerre, il y a des viols, parce que lorsque vous êtes victime, vous êtes prisonnier, vous êtes captif, votre vainqueur ne va pas vous demander la permission. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut jamais rentrer dans la guerre. Quand on rentre dans la guerre, il y a des réalités, comment dirais-je, tragiques. Et dans la guerre, il ne faut jamais être vaincu. Parce que, comme dit le savant, malheur aux vaincus. Et donc, nous avons essayé de faire ce tour d'horizon parce que nous voulons démasquer les imposteurs qui collaborent à l'occupation depuis plus de 80 ans. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les territoires occupés, qui sont des pseudo-patriotes qui conduisent notre peuple à la catastrophe et qui reviennent toujours avec le stéréotype de l'esclavage pour susciter l'émotionnel, parce qu'ils travaillent sur l'émotionnel, ils travaillent sur la race. Nous avons dit que l'objectif des manipulateurs, c'est de remplacer la lutte contre le capitalisme par la lutte des races. Ça, c'est émotionnel. On joue sur l'émotion des gens qui ne sont pas instruits.
Et donc, l'esclavage, les promoteurs on va dire, du fonds de commerce de l'exploitation du terme esclavage, c'est pour pouvoir promouvoir le fonds de commerce de leur parti politique qui collabore avec l'ennemi colonial, comme par exemple, vous aviez en France, durant l'occupation hitlérienne nazie, eh bien, il y avait des Français qui collaboraient avec les vichistes, les pétainistes, ils collaboraient avec l'occupation. Ben, ils pouvaient prendre, bon, voilà, Pétain disait que oui, j'ai donné ma vie, ma famille, etc. Mais il voulait attendrir, il voulait jouer sur l'émotionnel des Français tout en acceptant l'occupation allemande. C'est pour ça que le général de Gaulle, il a déserté l'armée pour mener la résistance. Donc, on joue sur l'émotionnel et c'est pour cela que nous devons mettre le pied dans le plat pour désamorcer toutes les bombes des opportunistes qui utilisent la religion, l'esclavage, la race, l'ethnie pour créer la division. Alors que ce sont des faux opposants. Alors, sous l'autorité de nos professeurs, il nous disait, on lui posait la question, mais avant l'esclavage, qu'est-ce qu'il y avait? Avant que les hommes sur la terre puissent organiser cette institution de l'esclavage, parce que nous avons parlé du chômage, de la pauvreté, c'est universel. Personne n'est venu depuis un demi-siècle pour abolir ni le chômage ni la pauvreté. Comme personne, à l'époque, ne pouvait pas abolir l'esclavage. Vous avez bien compris ce phénomène. Donc nous avions demandé à notre professeur, un érudit, qu'est-ce qu'il y avait avant l'esclavage? Eh bien, il nous a répondu que l'esclavage dans l'évolution de la vie de l'humanité précède une période sombre. Parce que les hommes, ils se sont toujours fait la guerre entre eux. Il y a toujours eu des vaincus. Il y a toujours eu des prisonniers. Et le professeur nous a répondu qu'avant, l'homme mangeait les prisonniers. Si l'homme avait un prisonnier, il le mangeait. Il mangeait sa tête, ses bras, il le consommait. Vous voyez? Donc, par rapport à l'esclavage, eh bien, le professeur nous a dit que c'est une étape où l'homme a réfléchi. Il a réfléchi parce que, en fait, il a compris que il avait un potentiel des ressources humaines à sa disposition par rapport aux captifs, aux prisonniers, dans les temps anciens. Ça ne servait à rien de les consommer, de les manger. Il était préférable de les conserver en vie pour les faire travailler. Et c'est là que, c'est-à-dire, il nous disait, entre guillemets, de manière, je vais dire ça de manière humoristique, eh bien, l'esclavage a été un progrès pour l'homme qui, quand il avait un ennemi, il n'y avait pas d'autre solution, il le mangeait. Donc voilà un certain nombre d'éléments de réflexion concernant ces questions. Parce qu'avant, l'homme mangeait l'homme. Il le consommait comme un poulet, comme un cochon, comme une chèvre, comme un bœuf, puisque c'était son ennemi. Mais c'est après, lorsque l'homme a réfléchi que ça sert à rien de manger les gens, vaut mieux les utiliser à bon escient pour qu'ils puissent travailler les champs, et même les zombies aussi, les morts vivants, ils continuent à travailler les champs alors qu'on a célébré leur inhumation. Ils continuent à travailler comme des zombies. Donc, l'homme auparavant, avant l'esclavage, il était plus barbare.
Parce que, en fait, l'esclavage avait des règles. Par exemple, l'esclavage transatlantique, il a pondu le Code noir. Ce sont toutes des institutions qui s'inspirent de l'idéologie talmudo-maçonnique. Parce que le Talmud est raciste. Quand vous lisez le Talmud, eh bien, il y a du racisme. L'homme n'a pas de valeur. Le Code noir, dans la traite transatlantique, considérait l'homme comme un meuble, comme un objet qu'on peut échanger, qu'on peut vendre. Et donc avant cela, c'était pire parce que vous ne seriez ni échangé ni vendu si vous étiez victime, malheureux vaincu, vous serez mangé dans la chaudière. Il faut bien comprendre ça, c'est la sociologie, c'est de l'histoire, c'est de la science politique, c'est la science de guerre. Parce que nous avons dit que aujourd'hui l'homme a évolué, quand il y a des prisonniers, vous pouvez entendre des tribunaux pour des criminels, comment dirais-je, sortir des verdicts de travaux forcés à perpétuité, goulag. Tout ça, c'est dans l'évolution du monde qu'on a créé les travaux forcés. Et il y avait aussi la peine de mort. La peine de mort, c'est une institution. C'est une institution divine qui se trouve dans tous les livres révélés, dans la révélation. Il y a des législations, des conditions de l'application de la peine de mort. Aux États-Unis, qui est pays, soi-disant le pays de la démocratie, il y a la peine de mort. La peine de mort par chaise électrique, la peine de mort par injection, la peine de mort. Ce sont des législations, c'est pas, ça fait partie du dépôt d'institutions de l'humanité. Les francs-maçons vont abolir la peine de mort parce que si elle continuait d'être appliquée, il y a beaucoup de corrompus, de criminels en col blanc qui seraient condamnés. Donc ils ont préféré, avec leur législation, abolir ce qui a été institué et puis développer d'autres législations obscènes. Pour qu'une femme puisse prendre le sexe d'un homme, un homme puisse prendre le sexe d'une femme, ou qu'une femme puisse se marier entre elles et un homme puisse se marier. Donc tout ça, ce sont des déviances sataniques. Mais la peine de mort, c'est une institution, c'est une réalité, puisque la peine de mort, c'est, comment dirais-je, la faculté de priver la vie, la jouissance de la vie à un criminel en fonction de la gravité et du préjudice qu'il a créé par rapport, parce qu'il interdit, la loi interdit, la législation, les législations prophétiques, la révélation interdit de tuer sauf en droit. Sauf en droit, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le mensonge du vaticanisme. Où quelqu'un vient chez vous, violer votre femme, violer vos enfants, violer votre femme, détruire votre maison et vous devez lui tendre une joue. Et s'il vous prend votre manteau, il faut l'enlever pour lui pour qu'il puisse vous donner des cicatrices dans le dos à coups de couteau. Non, ce sont des mensonges. Parce qu'il est interdit de tuer, il est interdit de retirer la vie, sauf en droit. C'est-à-dire que si, et c'est pour ça que on dit que dans la loi, il y a la foi, et dans la foi, il y a des branches, et dans ces branches, il y a des éléments, des branches qui sont prohibés. Par exemple, il est prohibé de tuer. Mais si quelqu'un vient vous tuer, vous devez agir. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit la nécessité fait loi. Donc, dans la science politique, il y a des éléments de l'école de guerre générale,
dans comment dirais-je, l'éducation générale, mais l'éducation spécifique par rapport à... Donc, il est interdit de tuer. Si vous avez tué quelqu'un, c'est comme si vous avez tué toute l'humanité. Et c'est pour ça que le châtiment qisas de la peine de mort, c'est une loi qui s'applique. Et il y a des conditions. Par exemple, dans ce cas, selon le préjudice que vous avez causé aux ayants droit, à la famille, à celui que vous avez tué, ils peuvent réclamer la peine de mort. Et le juge ne peut pas refuser. Ou du moins, ils peuvent accepter que vous payez le prix du sang. Ça veut dire que vous payez le prix du sang. Vous allez payer une somme comme par exemple Donald Trump, il a commis des infractions, il a payé des millions de dollars pour être sorti de prison. Donc, quelqu'un qui est l'acteur de meurtre, qui tombe sous la loi du talion, la peine de mort, il y a deux possibilités. Soit il soit exécuté suivant la loi, parce que la famille de la victime, elle commande, soit la famille de la victime va accepter le prix du sang, c'est-à-dire une somme pour payer le prix du sang. Donc tout ça se trouve dans les lois, dans les législations, que les Français ne vous ont pas appris ça dans la colonie. Parce qu'eux-mêmes, ils ont pratiqué un tas de choses sur nous sans que nous comprenions, et même ils ont changé nos noms, ils ont changé nos pratiques, etc., etc. Nous sommes dans l'ignorance. Les gens qui vous parlent dans la société, qui sortent des écoles primaires, secondaires et tout, et qui vont même à l'université en Martinique, qui sont dans l'ignorance. Ce sont des gens serviles, domestiques, qui ont seulement un bagage pour servir. Parce que le colon, il a besoin le colon, il peut pas être partout. Il faut des personnes qui gèrent ses affaires, les mairies, les administrations, les impôts, les allocations familiales, les ports et les aéroports. Il faut des administrateurs. Donc, c'est normal qu'ils investissent dans les allocations familiales, dans la sécurité sociale, parce qu'ils ont besoin. Parce que s'ils ont rapporté des gens, et nous sommes 400 000 en Guadeloupe, 350 000 en Martinique, nous sommes 300 000 en Guyane, il faut bien qu'ils prennent en charge les gens qu'ils ont déportés de l'Afrique, parce que ces gens-là, ils auront des enfants, ils auront des familles. C'est pour ça qu'ils ont créé la police des familles, les assistants sociaux, comment dirais-je, les allocations familiales. Ils ont créé tout ça. Ils vont construire, ils vont tirer les gens sur leurs terres, ils vont les mettre dans des immeubles, ils vont bétonner les terres agricoles, c'est tout, ça fait partie de l'occupation. Parce que quand on vous occupe, on prend vos femmes, vos enfants, quelqu'un d'autre va marier votre fille, votre femme s'en va. Vous êtes occupé. Et dans l'occupation, malheur au vaincu. Et donc, c'est pour ça que nous expliquons ces choses-là, pour que, effectivement, ça a une dimension académique, mais ça, c'est la réflexion que tout un chacun doit avoir pour comprendre la société dans laquelle il vit. Il faut pas étudier pour servir, comment dirais-je, de cobaye. Il faut étudier pour se construire, pour s'édifier, pour avoir une conscience de gouvernement, pas une conscience de domesticité. On étudie à l'université pour avoir une conscience de gouvernement, c'est pas avoir une conscience de domesticité. Parce que l'ouvrier cubain, l'ouvrier haïtien, l'ouvrier, je sais pas, l'ouvrier jamaïcain, il a une conscience de gouvernement parce qu'il vit un gouvernement. L'agriculteur, le paysan, il a une conscience de gouvernement. Tandis que nos intellectuels qui servent de vecteurs pour propager
la culture étrangère, ils ont une conscience, ils n'ont pas une conscience de gouvernement. Ils ne pensent pas qu'il faut créer un droit martiniquais, un droit civil, un droit public, et même les avocats sont des marabouts, parce que un marabout, qu'est-ce qu'il fait? Il exploite les problèmes de la vie des gens pour soutirer leur argent. Et certains avocats, ils ont des diplômes, ils font pas des études pour dégager une introduction au droit martiniquais, au droit public, au droit civil guadeloupéen, mais ils sont des avocats parce que leur travail commence à partir des problèmes créés par la société coloniale. Donc ils viennent, et c'est pour ça que chaque fois, le combat se résout devant le palais de justice avec des avocats, avec un problème de terre, un problème de terrain, un problème de quelqu'un qui est expulsé, des problèmes qui sont créés par la société coloniale. Et les avocats, dans cette situation qui est un doctorant, qui étudie à l'université, ils ne produisent pas du droit. Ce sont des marabouts qui vivent des problèmes des personnes qui sont victimes de la société coloniale. C'est ça, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Et même, certains dilapident, je ne veux pas donner des noms, mais certains, comment dirais-je, font de ce que nous appelons l'esclavage jurisprudentiel, ils dilapident les fonds des clients. Ils prennent la tête des clients pour des raisons, comment dirais-je, diverses. Donc, il ne faut pas que nous restions ignorants. Il faut que nous évoluions vers une conscience de gouvernement comme le paysan haïtien, comme le paysan cubain, comme l'ouvrier vietnamien, comme le citoyen algérien. Il faut une conscience de gouvernement. Il faut sortir de cette conscience de domestique, de reste avec. Et c'est pour cela que nous parlons de ces sujets de sciences politiques qui sont étudiés qui sont enseignés à Saint-Cyr, à l'école de guerre, à l'université pour les fils des bourgeois et les fils des oligarchies qui sont faits pour commander. Parce qu'il faut savoir que les fils des bourgeois et les fils des oligarchies, dès leur naissance, on leur dit, vous êtes là pour commander le peuple. Vous êtes là pour commander les gens et pas pour être commandé par le peuple. Et donc, c'est pour cela que, effectivement, le peuple est dans l'ignorance. Et puis, vous avez des opportunistes qui utilisent les couleurs du drapeau, rouge, vert, noir, alors que le drapeau a déjà été récupéré par l'occupant, parce que derrière le drapeau, il faut un mouvement de libération. Comme derrière le drapeau d'Haïtien, il y a un mouvement de libération de Dessalines, de Macandal, de Boukman, qui ont libéré la terre d'Haïti de l'occupation française, de l'occupation napoléonienne. Mais derrière le drapeau noir, rouge, vert, Martinique, il n'y a rien. Et c'est vrai que l'occupant, sachant que derrière ce drapeau, il n'y a pas un mouvement de libération, il récupère ce drapeau et il le met à côté du drapeau de l'occupation bleu, blanc, rouge sur ces mairies où il y a ces administrateurs, ces agents, ces collaborateurs qui travaillent à l'installation, à la consolidation de l'occupation. Donc nous avons parlé de tout ça. Nous avons parlé de... Donc, nous allons parler de ce qu'on appelle la traite transsaharienne. Nous avons parlé de la traite transatlantique, c'était l'esclavage mercantiliste. Nous avons parlé des guerres des prophètes qui utilisaient l'aspect moral de la force. Nous avons parlé de l'esclavage mercantiliste des pharaons qui utilisaient l'aspect amoral de la force, qui tuaient les prophètes, qui égorgeaient des humains dans des rites sacrificiels, comme dans le vaudou, comme dans l'animisme, comme cela se faisait en Afrique avant et aujourd'hui, dans certaines régions, et on a fait reculer. Il y a un combat qui a fait reculer, il y a un combat, on va dire, prophétique, qui a fait reculer les frontières
de ces pratiques. Alors là, nous allons parler de la traite transatlantique, parce que il y avait des pratiques en Afrique qui consistaient dans certaines civilisations à égorger des gens, à enterrer des filles vivantes, à faire des sacrifices rituels, et c'était une civilisation. Et même aujourd'hui, le gouvernement du Bénin, des gouvernements du Ghana, des gouvernements du Golfe de Guinée, ils combattent, le préfet, la police, l'armée combattent les gayman qui utilisent le diable du Kénessi, qui a besoin du sang humain, et il y a des égorgements à tout va. Donc, en Afrique, il y a eu la continuité de la guerre des prophètes. Il faut savoir ça. Si Tombouctou existe, si l'empire du Ghana existe, si l'empire de Sokoto existe, si les grands Almami existent, comme El Hadj Omar, Samori Touré, Alpha Yaya, Mohamed Lamine, Sundiata Keita, tout ça, qui ont fondé des empires. Ils ont fondé des empires, comment? Ils ont fondé des empires lorsqu'ils ont été les vainqueurs pour repousser dans ces derniers retranchements des pratiques en Afrique qui étaient des pratiques de terrorisme dans la civilisation païenne où on égorgeait des filles vivantes, on égorgeait des femmes, des enfants pour des sacrifices pour les démons, etc., des gens disparus. Et ça se fait encore aujourd'hui au Bénin, dans le golfe de Guinée. Et c'est la police, l'armée, la préfecture qui s'occupe de ça. Donc il y a eu un combat en Afrique. Parce qu'il n'y a pas d'évolution. Et pour libérer l'humanité de la domination de l'injustice qui a récupéré les richesses, parce que nous avons dit que le Créateur a créé des richesses pour nourrir 36 milliards d'êtres humains. Nous n'avons pas le droit d'être pauvres, ni en Martinique, ni en Guadeloupe, ni en Haïti, ni en Amérique latine, ni en Europe, ni en Asie, ni au Proche-Moyen-Orient, ni en Inde, si les richesses sont bien réparties par les hommes. Malheureusement, les hommes, ils ont fait le sale boulot et ils ont créé la pauvreté, le chômage, l'injustice, etc., etc. Et donc, dans l'évolution de l'humanité, pour arriver au progrès, il faut faire reculer l'injustice et, comme on dit, il faut recommander le convenable, interdire le blâmable, et lorsque les limites sont atteintes, eh bien, il y a la guerre. La guerre, c'est une institution divine. Combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu. Est-ce que c'est normal que 3/4 de l'humanité soit dans la pauvreté et que des gens ont construit des bombes atomiques, des missiles, de tout ça pour soumettre les autres à leur dictat? Non. Donc il y a eu en Afrique des guerres. On va parler de ça dans le cadre de la guerre des prophètes. C'était la continuité de la guerre des prophètes qui a à l'origine une confrontation en Afrique pour faire reculer tout cela, tout ce terrorisme, l'esclavage, l'esclavage tribal, les sacrifices rituels. C'était une guerre parce que il y avait deux systèmes qui s'affrontaient et donc c'était la guerre. Et donc au triomphe de cette guerre, il y a eu l'apogée de la civilisation africaine, des grands empires qui ont maintenu l'identité africaine qui était en passe de se détruire comme on a détruit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, notre identité. L'Afrique serait terminée si nos ancêtres guerriers qui ont fondé des empires n'avaient pas triomphé. Si nos ancêtres n'avaient pas triomphé, eh bien la civilisation africaine serait détruite. Elle serait détruite par l'Occident, comme l'Occident a détruit notre civilisation en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les
territoires occupés, les territoires perdus francophones. Notre civilisation est détruite. Ils ont détruit notre filiation par le crime contre l'identité, le crime contre la parenté. Nos parents sont où? Nos parents, ils sont en Gambie, ils sont au Mali, ils sont au Soudan, ils sont où? Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Sénégal, ils sont où nos parents? Nos grands-parents? Nos aïeux, ils sont où? Nous avons été coupés, nous avons été victimes d'un crime contre la parenté et d'un crime contre l'identité. Et c'est un crime abominable. Et c'est pour ça que pour faire un peu d'humour, nous avons dit, parce que des fois il faut un peu d'humour, nous avons dit, qu'est-ce que répondraient les victimes de tout cela si on leur disait, est-ce qu'il faut remettre en esclavage expiatoire tous ceux qui ont abusé de nous, tous ceux qui ont abusé de nous dans les Caraïbes, par exemple, est-ce qu'il faudrait remettre en esclavage? C'est une plaisanterie, mais c'est une question. Parce que quand vous pouvez demander, parce que ce sont les gens qui ont souffert, à qui vous interrogez, ils vont vous demander, comment dire, ils vont poser le problème de la réparation du préjudice. Est-ce qu'ils vont demander de l'argent ou est-ce qu'ils vont demander de remettre en travaux forcés, en esclavage, nos bourreaux, ceux-là même qui nous ont, pendant 3 siècles, mené à cette calamité? Donc, c'est un peu humoristique, mais c'est une question. Il y a des gens qui pourraient dire, par exemple, si vous demandez aux Palestiniens, est-ce qu'ils veulent, à la victoire, est-ce qu'ils veulent mettre en esclavage les occupants? Qu'est-ce qu'ils vous diront? On ne sait pas, parce que nous ne pouvons pas nous prononcer à leur place, parce que c'est eux qui sont victimes dans leur chair. C'est eux qui ont été victimes des génocides des bébés, etc., même des bébés dans le ventre. Nous ne pouvons pas répondre à la place des Palestiniens. Si les Palestiniens veulent dire que s'ils sont libérés, ils veulent réduire en esclavage ceux qui ont leurs bourreaux. Par exemple, on pouvait poser la question à Nelson Mandela. Est-ce que vous voulez remettre en esclavage les Blancs qui vous ont, pendant des siècles, maintenus? Non, Mandela, c'est un sage. Il a parlé, il a convaincu le peuple noir sud-africain qu'il faut pardonner. Ça existe, le pardon. Mais la justice et la loi existent aussi. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place de ceux qui ont été victimes. Et que ceux qui ont été victimes, ils ont le droit à la parole. Et si on pose la question, est-ce que vous voulez remettre en esclavage ceux qui vous ont déportés de l'Afrique? Eh bien, c'est une question qui se pose. Il faut attendre les réponses. Bien sûr, nous sommes pour le pardon. Mais il y a des gens qui pourraient dire, oui, il faut les remettre en esclavage. C'est comme ça se passe. Ça s'est passé. C'est pour ça que j'ai parlé de la peine de mort, j'ai parlé des travaux forcés, j'ai parlé des lois de la guerre. Je peux parler aussi des conventions de Genève qui régissent la législation des prisonniers de guerre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu, s'il y a eu des empires en Afrique, c'est que il y a eu des guerres. Et donc la spécificité, on va aborder la spécificité de la continuité de la guerre des prophètes en Afrique. Il y a eu la traite transsaharienne. La traite transsaharienne, elle s'inscrit dans le cadre de la législation des captifs, des prisonniers de guerre. Nous sommes venus ici parce que nous avions vécu la traite transatlantique qui est liée à l'esclavage mercantiliste des Européens qui ont cherché, des Portugais, des Français, des Belges, tout ça, qui ont cherché des nègres, des Noirs pour
qu'ils ont exportés sur les champs de canne, de bananes, de coton, etc., d'indigo, pour développer la machine industrielle. La révolution industrielle, nous avons servi de combustible en tant qu'esclaves, mais c'est l'esclavage mercantiliste de la traite transatlantique. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage expiatoire de la guerre des prophètes. Et c'est pour ça que nous allons parler de la traite transatlantique, parce qu'il y a une guerre en Afrique qui a duré. Hein? Et nous pouvons rappeler tous ces chefs de guerre, ces sages. Nous avons cité le nom de Sundiata Keita, Moussa Moussa, Mohamed Lamine, Askia Yaya, Rahba. Toutes ces personnes ont lutté. Ils ont lutté sur deux fronts. C'était une guerre contre l'invasion des Portugais, des Espagnols, des Français, des Belges, etc., etc. Et c'était une guerre par rapport aux nègres de l'intérieur qui étaient alliés des envahisseurs, sauf Béhanzin. Béhanzin, c'était un vaudouisant, un animiste qui a lutté contre la France, contre le colonialisme. Il a été exilé d'abord en Martinique au Parc Floral, et ensuite il a été exilé en Algérie où il est mort. Béhanzin. Béhanzin combattait avec des Amazones au Bénin, tandis que d'autres rois du Bénin, du Dahomey, Ouadabomey, ils nous vendaient lorsqu'on était esclaves avec leurs partenaires européens, portugais, espagnols. C'est pour ça que nous sommes au Brésil, nous sommes au Guatemala, nous sommes au Venezuela, nous sommes partout en Amérique latine dispersés. Donc, nous n'avons pas été victimes de la traite transsaharienne. Nous n'avons pas été victimes de la traite transsaharienne. Et c'est pour ça qu'on va expliquer la traite transsaharienne dans ses lois, dans sa législation. Nous avons été victimes de la cupidité des exploiteurs portugais, espagnols, français, belges qui étaient en complicité avec des chefferies esclavagistes du Dahomey, du golfe de Guinée, un peu partout dans les régions qui vendaient leurs frères, y compris des Arabes impérialistes. Il faut le dire, il faut dire la vérité. C'est ça l'esclavage mercantiliste de la traite transatlantique, parce que nous n'étions pas en guerre avec les Européens qui nous ont déportés. Nous n'étions pas en guerre avec les Européens, les Français, les Espagnols, les Portugais qui nous ont déportés au Brésil, au Guatemala, au Venezuela, en Argentine, etc., etc. Nous n'étions pas en guerre. Tandis qu'en Afrique, il y avait des Africains qui étaient en guerre avec d'autres Africains parce qu'ils voulaient continuer à égorger les gens dans leur religion raciale, leur religion ancestrale, leur vaudou, et donc il y avait une guerre pour éradiquer ce phénomène, pour le faire reculer. Et il faut comprendre que, c'est-à-dire quand il y a une guerre, vous avez des alliés. Les alliés, ils étaient aussi dans le Proche et le Moyen-Orient, les alliés de ceux qui combattaient. Il y avait deux combats. Un combat contre les Portugais, les envahisseurs portugais, espagnols, belges, etc., etc., qui dernièrement, ils ont été chassés, ces Portugais, en Guinée-Bissau, Mozambique, en Angola, etc., en Guinée-Bissau. Mais il y avait une deuxième guerre, une guerre contre les Souflanchous, une guerre contre les gens qui pratiquaient cela et ils voulaient défendre leur civilisation pharaonique pour continuer à égorger des gens, comme ils le font aujourd'hui encore au Bénin, et qui sont réprimés par la loi préfectorale, la police et l'armée. Il faut bien comprendre cela. Et donc,
dans la traite transsaharienne, il faut bien comprendre quelque chose. Quand on a des prisonniers, nous, il ne faut pas les tuer. On ne tue pas des prisonniers, des captifs. On peut appeler aussi des esclaves, parce que c'est ça, vous êtes travaux forcés, vous êtes captifs, vous êtes esclaves, c'est la même chose. Donc, dans la traite transsaharienne, il y avait une chose. Premier code, lorsque vous êtes prisonnier, vous êtes vaincu, vous ne devez pas... On peut vous libérer à condition que vous ne revenez pas combattre contre les vainqueurs. Première possibilité d'être libéré, d'avoir la vie sauve. Si vous revenez combattre, on vous passe au fil de l'épée. Deuxième élément, quand vous êtes prisonnier, on ne vous tue pas. La loi dit qu'il faut vous rééduquer. Il faut vous rééduquer. Il faut vous rééduquer pour vous faire comprendre que il y a une loi au-dessus de vous, vous ne pouvez pas égorger un être humain, vous ne pouvez pas enterrer une fille vivante au nom d'un démon, d'un diable ou d'une culture ancestrale. C'est interdit. C'est la loi, comme on vous dit aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un. Donc, on vous rééduque pour vous dire que vous êtes prisonnier, mais les pratiques que vous faisiez dans, soi-disant, la religion de vos ancêtres, la religion de votre race, maintenant c'est interdit. Donc vous avez un choix, puisque vous êtes prisonnier, d'être rééduqué. Et on vous rééduquait, et comment on était obligé de vous déporter? Parce que c'était la guerre. On ne peut pas laisser des prisonniers dans le feu de l'action. Imaginez que vous avez des prisonniers. Imaginez qu'en Ukraine, la Russie a des prisonniers et puis elle les laisse sur les champs de bataille pour que les Ukrainiens et les avions russes puissent bombarder ces prisonniers de guerre. Mais non, il faut extirper, il faut exfiltrer les prisonniers du champ de la guerre. Parce que l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'était la guerre contre les Portugais, contre les Espagnols, contre les Belges, contre les Français, et la guerre intérieure contre ceux qui voulaient conserver la civilisation de leurs ancêtres, qui égorgeaient les êtres humains pour leur soi-disant religion ancestrale, civilisation, qui était combattue, c'est normal. C'est l'anarchie. On ne peut pas tuer des gens, verser le sang des gens comme des poulets pour le diable, le démon de Kenessi, etc. Ça, c'est banni de la civilisation. Donc c'est pour ça qu'il y avait la guerre. Et c'est normal, on ne pouvait pas laisser des masses de prisonniers. Imaginez que vous laissiez des centaines et des milliers de prisonniers dans le feu de la guerre. Eh bien, ils seront morts. C'est comme si en Ukraine, Vladimir Poutine, il laisse les prisonniers ukrainiens dans le feu, ou même les missiles et les avions ukrainiens vont venir tuer leurs propres prisonniers. Non, il faut les exfiltrer. Et à l'époque, il y avait des lois, il fallait extirper les prisonniers du théâtre d'opération. C'est ça la traite transatlantique. Et la traite transatlantique déplaçait les prisonniers sur le champ de bataille en Afrique et les transportait vers les sanctuaires de l'Égypte, du Moyen-Orient, du Khorasan, c'est-à-dire en Mésopotamie, des sanctuaires qui étaient un peu partout en Orient, pour les protéger parce qu'il fallait les sortir de la zone de combat. Il faut bien expliquer aux gens cela, qui sont à l'université occidentale et qui ne connaissent pas grand-chose et puis qui viennent comment dirais-je, nous bassiner avec un faux patriotisme. Et puis, en fait,
Ce sont des agents de la division qui se servent de l'histoire pour créer des diversions, des troubles, pour opposer des gens, pour créer des guerres de religion, pour créer des guerres ethniques, pour diviser, pour régner. C'est ça le travail du sionisme. Le colonialisme, dans son système, c'est diviser pour régner. Diviser dans la famille l'homme et la femme, diviser les enfants et la famille. L'enfant, il ne reçoit plus d'éducation, il va téléphoner à la police. Parce qu'il est réfractaire de l'éducation de son père. Il va enseigner à la télévision, il va être éduqué par la télévision qui va lui dire, si tu t'appelles Jacques, il faut t'appeler Micheline, il faut changer de sexe. Et si tu t'appelles Micheline, il faut t'appeler Bernard. Donc tout ça, c'est le désordre. Donc par conséquent, c'est diviser pour régner. Diviser les hommes, diviser les femmes, diviser les couples, diviser les peuples. C'est ça le travail satanique. Et donc la traite transatlantique, c'était extraire les prisonniers de guerre du théâtre d'opération pour qu'ils ne soient pas victimes de boulettes, de flèches, pour qu'ils ne soient pas victimes des prisonniers qui sont victimes du combat dans les deux camps. Donc ils étaient transportés en lieu sûr, dans des sanctuaires, comment dirais-je, en Égypte, dans les sanctuaires du Proche et du Moyen-Orient où ils étaient rééduqués. Mais il y en a qui deviendront des présidents des rois. Il y a des Noirs à Doha, dans le Qatar, qui étaient des anciens esclaves qui sont des rois, qui sont des présidents. Nasser, c'est pas un Noir, il était président d'Égypte. Anwar el-Sadat, tous ces rois-là qui sont dans le Bahreïn, dans le... Tout ça, ils sont des Noirs qui étaient des rois. Mais ce sont des Africains qui ont été rééduqués. Il y en a aussi en Iran. Il y a des Africains qui sont en Iran. Qui viennent de Tanzanie, un peu partout. Donc il ne faut pas venir raconter aux gens des histoires sous... comment dirais-je, des postures de faux opposants ou de pseudo-patriotisme, d'opportunisme. C'est pour ça que nous parlons de tout cela. Parce que, est-ce que vous avez vu que les Français, les Belges, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, ils acceptent, bien qu'il y a des Espagnols qui sont encore teintés de noir, parce qu'ils descendent des morts. Nos ancêtres, morts. Mais est-ce que vous pensez que les Français accepteront un Haïtien président de la République? Les Belges accepteront un Martiniquais président de la République française? Qu'on acceptera un Africain, un Noir, un Martiniquais président dans la République, je ne sais pas quoi, de Hollande. Mais non, vous voyez que ce sont des racistes. Et pourtant, il y a eu la traite transsaharienne, il y a eu la rééducation de ceux qui ne sont pas morts, qu'on n'a pas exécutés, qui ont été rééduqués, ce sont des générations de sultans, des générations de rois, de princes, de présidents, qui aujourd'hui dirigent le monde, d'une manière ou d'une autre, par leur argent, bien que il y a beaucoup de choses à dire concernant leur cas. Bref, c'était une parenthèse, parce qu'il ne faut pas mélanger les pinceaux. Alors, pour conclure, je disais que sous l'autorité d'un professeur, il nous a dit qu'avant l'institution de l'esclavage, eh bien, les humains mangeaient leurs prisonniers. Que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit partout dans le monde. Et lorsque l'homme a réfléchi, il a évolué dans sa civilisation, il a décidé de ceux qui tombaient sous sa
en son pouvoir comme ennemis, de ne plus les manger, mais de les mettre aux travaux forcés ou en captivité, qu'on appelle esclavage. Donc il y a différentes formes d'esclavage. Il y a l'esclavage expiatoire, que dans les temps anciens, quand vous avez une dette, vous ne pouvez pas rembourser cette dette en chevaux, en poulets, en denrées agricoles, eh bien le créancier mettait la main sur vous en tant que débiteur et vous mettait au travail forcé, c'est-à-dire en captivité, pour payer votre dette. Les impôts, l'IEDOM vous met en, comment dirais-je, il vous met en prélèvement forcé. Si vous devez aux impôts, ils vont vous prendre de l'argent, de force, par décret. Nous avons parlé aussi, comment dirais-je, de l'esclavage expiatoire par rapport à une dette. Nous avons parlé de la captivité ou de l'esclavage expiatoire lorsque vous étiez victime, prisonnier, vaincu de la guerre des prophètes ou dans la guerre qui a eu lieu en Afrique, la guerre des imams, la guerre des imams, puisqu'il y a eu des empereurs, des empires en Afrique qui ont fait briller la civilisation africaine bien avant le développement de la civilisation occidentale. Tombouctou au Mali, Songhé, le royaume de Sokoto, tout ça avec ces grands résistants, on va dire, d'Afrique qui ont marqué l'histoire et c'est un patrimoine de l'humanité qu'il faut connaître. Et donc, nous n'avons pas été victimes de la traite transsaharienne parce que nous n'étions pas en guerre avec personne. Nous n'étions en guerre ni avec les Français, ni avec les Espagnols. Ils nous ont achetés comme des meubles, des marchandises, et nous avons été vendus, achetés par des juifs ashkénazes européens, par des sionistes, et nous avons été vendus par des rois d'Abomey, du Dahomey, du golfe de Guinée, un peu partout, et même il y a certains chefs traditionnels du Ghana qui ont demandé pardon d'avoir vendu leurs enfants en esclavage. Ça, vous pouvez faire des recherches sur Google, vous marquez Ghana, les rois qui ont demandé pardon pour l'esclavage de leurs fils. Donc il faut rappeler que l'esclavage existe toujours en Afrique parce que il y a le problème des castes, parce que certaines castes considèrent qu'ils sont des nobles en Afrique, comme en Inde, des castes, que vous, en tant qu'Africain, vous ne pouvez pas vous marier avec la fille de telle ou de telle caste, de telle ethnie. C'est toujours parce que vous êtes considéré aussi comme esclave, c'est-à-dire un descendant d'esclave, il ne se marie pas avec un noble. Ça existe en Afrique, comme ça existe en Inde. Donc il ne faut pas se chatouiller le nez. Il faut s'instruire. Il faut s'instruire. Il y a encore l'esclavage dans certaines tribus. Il y a encore l'esclavage en Mauritanie. Est-ce que ces Mauritaniens qui sont esclaves étaient en guerre contre quelqu'un? Il faut faire des recherches. Nous n'avons pas été en guerre ni contre les Français, ni contre les Espagnols, ni contre les Portugais, mais ils nous ont vendus, ils nous ont exportés au Brésil, au Guatemala, en Argentine, au Pérou, un peu partout en Amérique du Sud et dans la Caraïbe, en Haïti aussi. Donc il faut comprendre la réalité. Et donc ceux qui sèment la haine, qui utilisent l'histoire, qui sont des opportunistes, qui utilisent toutes sortes de subterfuges pour diviser, pour régner, il faut leur couper l'herbe sous le pied par le savoir et la connaissance. C'est ce que nous faisons en sciences politiques Bokaï.
comme nous disons à toutes ces personnes qui sont doctorats, avocats, qui gagnent leur vie sur les problèmes qui sont créés aux citoyens démunis, opprimés, indigents, qui font leur richesse sur les problèmes créés dans la société, ils auraient pu utiliser leur savoir juridique pour faire autre chose, créer, faire des études, des recherches pour un droit civil, un droit public martiniquais, un droit constitutionnel martiniquais, plutôt de jouer aux marabouts, parce que les marabouts, ce sont des gens qui utilisent la faiblesse et les problèmes des personnes dans la société pour pouvoir s'enrichir. Donc, la question humoristique se pose, est-ce que nous voulons remettre en esclavage nos exploiteurs dans la Caraïbe? Eh bien non, nous leur disons que nous vous pardonnons à condition que vous respectez notre humanité, notre souveraineté, notre intégrité et notre indépendance. Et que vous remettez les terres volées et les biens mal acquis par l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc il faut arrêter avec ça, nous allons conclure. Ceux qui parlent de descendants, ceux qui parlent de ceux qui sont asservis, hein, donc nous leur avons dit, et nous leur avons dit que ils n'ont pas à se mêler de ça parce que nous l'avons dit dans une nous l'avons dit dans une autre vidéo que effectivement c'est le Créateur que nous adorons et c'est lui qui nous donne la voix. Donc c'est pour ça que notre objectif, c'est de crever l'abcès. C'est de crever l'abcès pour couper l'herbe sous les pieds des opportunistes, des pseudo-patriotes, ceux qui instrumentalisent la propagande et les intoxications en se basant sur la méconnaissance des masses qui n'ont pas été formés comme les Cubains ont été formés, comme les Haïtiens ont été formés, comme les peuples qui ont une conscience de gouvernement et qui ont un État ont été formés par leurs dirigeants. Nous n'avons pas d'État, nos territoires sont perdus, nous sommes la France-Afrique outre-mer sous l'occupation que l'on veut réintégrer à la géopolitique euro-occidentale pour nous désintégrer des relations dans l'espace géopolitique caribéen, sud-américain et multilatéral et aussi dans les relations avec l'Afrique. Donc toute cette propagande, elle concorde avec un même objectif, c'est diviser pour régner et nous devons essayer de clarifier, d'expliquer, de conscientiser, même s'il s'agit de dire la vérité sur l'esclavage, qu'il soit pharaonique, qu'il soit mercantile, qu'il soit transatlantique, qu'il soit transsaharien, pour crever l'abcès, pour que les opportunistes et les aventuriers ne puissent pas ouvrir des brèches pour s'infiltrer et infiltrer la division et la confusion de l'esprit des masses qui doivent s'unir parce que les peuples d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, dans le cadre de la lutte sud-nord, doivent s'unir pour créer un monde nouveau, pour l'équilibre sociétal, l'équilibre de la répartition des richesses et pour faire face à, comment dirais-je, à l'hégémonie
nord-sud. Et c'est pour cela que notre combat, notre travail s'inscrit dans le multilatéralisme et dans la lutte sud-sud par rapport au multilatéralisme. Et c'est pour ça que nous parlons de sciences politiques. Dans la science politique, il y a l'économie, il y a les sciences humaines, il y a l'histoire. L'histoire fait partie des sciences humaines. Il y a aussi la théologie. Mais c'est pas la théologie du traitement colonial de la spiritualité, de la religion, qui vous dit que si votre ennemi vous flanque, comment dirais-je, une baffe dans le visage, il faut lui donner l'autre joue pour qu'il vous donne une autre. Il faut déshabiller pour qu'il puisse marquer votre dos au fer rouge. Donc c'est pas la vraie législation, c'est pas le vrai enseignement. Et c'est pour ça que nous devons conscientiser et lever cette OPA sur la connaissance et le savoir, monopolisé par les vecteurs de la transmission de la culture française, européenne, les francocrates et les francs-maçonnistes qui ont véhiculé, qui ont été les transmetteurs de la culture étrangère dans notre société pour détruire notre personnalité africaine et détruire notre humanité et notre âme africaine. Donc c'est ainsi que nous terminons sur cet exposé, mais nous n'allons pas rétablir l'esclavage à notre victoire sur nos bourreaux. Nous allons les pardonner à condition qu'ils